Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je réponds à vos questions et j'ai également quelques petites annonces à vous faire. Hasard du calendrier, la première et seule FAQ de la chaîne est sortie il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, le 18 octobre 2020 pour la 100e vidéo. Depuis 2 ans, il y a 250 vidéos de plus, 47 000 personnes de plus qui suivent la chaîne. On peut dire que beaucoup de choses ont changé et il y a des choses que vous ne savez pas encore, donc c'est le moment pour déballer tout ça. Allez, avant toute chose, on va démarrer par un point global. Qui je suis? Certains d'entre vous, et c'est normal, n'ont pas ces informations-là et on me les demande souvent. Donc, un gros point. Je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans, bientôt 24. J'habite à Paris depuis maintenant plus d'1 an. Avant, c'était Montpellier, évidemment, la paillade en force, le 34. On se sait, je suis étudiant en Master 2, donc voilà, c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma vie. Master 2 Infocom, spécialisation parcours médias, com et sport, parce que je veux devenir journaliste sportif. Et du coup, c'est l'occasion directe de prendre la première question qui nous vient de notre ami Perceval, à qui je fais un petit coucou. Est-ce que je rêve plutôt d'être journaliste, commentateur? Est-ce que j'ai un modèle? En fait, j'ai pas de plan prédéfini. J'aime juste le métier qui est faire le sport. Que ce soit sur internet, à la télé, à la radio, en presse écrite, j'aime juste le métier qui est de se lever tous les matins et d'aller couvrir du sport. C'est vraiment ma passion, c'est ce que je veux faire vivre le sport. Sinon, au niveau de mes modèles, quand j'étais petit, c'était Thierry Roland et Thierry Gilardi, les 2 premiers qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Thierry Gilardi, j'ai regardé des centaines de fois la vidéo compile sur YouTube. Je me rappelle très bien du jour de sa mort, c'était un mercredi, j'avais pas école, c'était avant un match de l'équipe de France, un France-Ukraine ou un France-Angleterre, et c'était un des jours les plus tristes de ma vie, je me rappelle très bien, j'étais vraiment très abattu. J'étais aussi très jeune parce que je suis né en 99 et Thierry Gilardi il est mort, je devais avoir peut-être moins de 10 ans. Et en F1, évidemment, Julien Febvre et Jean-Louis Moncet sont les 2 légendes du commentary F1 de toute l'histoire de la France. Donc évidemment, les 2 sont évidemment des inspirations et des modèles, c'est une évidence. Enfin bref, tout ça pour dire que dans tout ça, la chaîne, c'est d'abord ma passion, un hobby, c'est pas un vrai travail, c'est quelque chose que je fais de manière artisanale et amateur, c'est pas mon occupation première, même si j'y passe énormément de temps dans ma semaine, mais voilà, c'est pas un métier, et je l'ai jamais pensé comme un métier. D'ailleurs, vous voyez les images, je tourne dans mon appart, à mon bureau, avec ma petite caméra, je monte sur mon ordi, je suis tout seul sur la chaîne, même si ma copine fait les miniatures, et j'en remercie. C'est pour ça que des fois, le son, il est pas top, il est pas pro, il y a un écho dans ma pièce, je tiens mon micro, je fais comme je peux pour trouver une solution. Voilà, en gros, c'est, j'aime la F1, je réfléchis, j'écris, j'allume ma cam, je monte, je partage avec vous, on discute. C'est comme ça que je vois ma chaîne, et d'une manière, on va dire, un petit peu journalistique. Voilà qui lie parfaitement à la question de ALP Racing Off, comment j'ai préparé ma venue sur YouTube en 2020. En réalité, j'avais toujours aimé créer du contenu. Plus jeune, j'avais un site d'information sur le Montpellier Hérault Football Club avec un pote, et j'avais toujours été attiré par le contenu, attiré par YouTube, toujours un peu envie de m'y lancer, mais jamais trouvé la bonne occasion, etc. J'avais écrit de mon côté 2-3 scripts de vidéos, mais j'en faisais rien. Et en bonne résolution de l'année 2020, je me suis dit, Antoine, ouvre ta chaîne, tourne une vidéo, poste-la, et on voit. Et ça m'a plu, j'ai continué, et c'est de là qu'est partie la chaîne. Sincèrement, j'ai absolument rien planifié ou calculé. J'avais juste envie de parler de Formule 1, de faire partie de la grande discussion F1 en ligne. Et voilà, au final, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, je le dis très honnêtement. Par rapport à comment je suis devenu aujourd'hui, ce que je fais, comment j'occupe mes journées, les opportunités que ça m'a donné, ma confiance en moi, plein de choses, la chaîne a été un des meilleurs trucs qui me soit arrivé. Du coup, c'est évidemment grâce à vous. Mais vraiment, les débuts, ça a été... J'aime ça, vas-y, j'ai un truc qui traîne, j'ai envie d'essayer, let's go, et après, j'ai rien maîtrisé. Bon, maintenant, il faut qu'on en vienne au sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Vous me l'avez énormément demandé depuis la fin de l'été. Et c'est vrai que c'est un peu ma faute, parce que je vous ai teasé un truc à la rentrée. Sur le plateau de Winamax, j'ai dit que je faisais mes adieux, etc. Pareil dans les pistonnés. Et finalement, je vous ai rien annoncé. Et ça rejoint les questions de Nolé Suor qui nous demande, j'étais dans les pistonnés, je les ai quittés, quels sont mes projets, encore étudiant, un job. Et aussi la question de Naameo qui me demande c'était quoi cette grande annonce que je vais vous teaser. Vous l'avez vu dans le titre, je travaille à présent à Canal+. Alors, doucement, on va reprendre la base. Comme je vous l'ai dit, je suis en Master 2, un Master 2 en alternance. J'ai postulé dans plein de médias, etc. Et j'ai fini par être pris à Canal+.
Pour vous la faire courte, je suis en gros à la fois au service des sports mécaniques, où on va dire prépare tout ce qui va passer à l'antenne pour les Grands Prix de Formule 1, de moto, Moto 2, Moto 3, etc. Et je suis également au service digital, où je participe à la création des contenus de canal en ligne, et notamment des nouveaux contenus qui vont bientôt sortir. Et c'est aussi l'objet de cette vidéo. Vous n'allez pas tarder à voir fleurir sur l'Insta, le TikTok, le YouTube, le Twitch de Canal+, Sport, des contenus dans lesquels vous pourrez entendre ma voix, ou alors des contenus que j'aurai écrits, aider à préparer, ce genre de choses. Normalement, 2 premières choses importantes sortent la semaine prochaine. D'abord, un contenu court sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Pourquoi ?». Évidemment, si vous me suivez sur Insta, sur Twitter, etc., vous serez les premiers informés dès que ça sort, je le reposterai, vous vous en doutez bien. J'espère que ça vous plaira. C'est un contenu pour expliquer de manière très rapide, très succincte, bien mise en image, une spécificité de la Formule 1. Donc au passage, si vous avez des questions sur pourquoi tel et tel truc en F1, mettez-les en commentaire, ça pourra agrandir la longue liste qu'on a déjà de sujets à traiter. Et également, je vous préviens que vendredi prochain, juste avant les séances d'essai libre 1 du Grand Prix des États-Unis, j'animerai un live sur le Twitch de Canal+, où je recevrai un invité et où on reviendra d'abord longuement sur le Grand Prix du Japon, avant de se projeter sur le Grand Prix des États-Unis. Je compte sur vous, sûrement rendez-vous à 19 h vendredi prochain, mais ça encore une fois, si vous me suivez sur les différents réseaux, vous serez tenu informé et vous aurez tous les liens utiles. Donc voilà, c'est dit, c'est annoncé. J'espère que votre curiosité est comblée. Moi évidemment, je suis extrêmement heureux. C'est absolument génial de pouvoir travailler à Canal. C'est le diffuseur de la F1 en France. Bref, je kiffe vraiment à mort, surtout avec une liberté de pouvoir créer des contenus, de participer, c'est fabuleux. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est une alternance, donc c'est aussi un autre type de travail pour moi. C'est pas un sponsoring, c'est un contrat de travail entre guillemets, donc ça implique pas les mêmes choses, et c'est aussi génial de pouvoir entrer dans la vie active entre guillemets à Canal et faire ce genre de choses. Je compte sur vous. Dès que vous voyez des contenus Canal, déjà en général, vous faites le maximum, et les contenus, notamment le live de vendredi prochain, je compte sur vous pour être là et pour être présent. Donc au passage, c'est la raison pour laquelle je ne participe plus à l'émission de Winamax, mais Lucas m'a parfaitement remplacé et les pistonnés sont toujours là, donc aucun souci pour vous. Les pistonnés, c'est pareil, du coup j'apparais moins avec eux, ne vous inquiétez pas, tout va excellemment bien, c'est pas fini, il n'y a rien. D'ailleurs, si Manu, Brice ou Hamza vous êtes là, il faut vraiment qu'on la cale cette date pour aller boire un coup ensemble parce qu'on n'arrive pas à trouver un créneau. Mais voilà, avec l'alternance, l'école, les nouveaux contenus, la chaîne, il y a beaucoup de choses à faire, donc en termes de temps, il y a parfois quelques indisponibilités, mais vous inquiétez pas. Voilà, je pense que vous savez tout sur cette annonce. J'ai hâte d'avoir vos réactions en commentaire. Je pense qu'on a fait aussi le point global sur où en est la chaîne, et on peut maintenant passer à peut-être des questions un peu plus en vrac. Allez, on recommence avec Théo qui me demande les raisons pour lesquelles j'ai commencé à regarder la Formule 1. En fait, il n'y a pas de raison, parce que mon père était un grand fan de Formule 1, il a toujours regardé les courses, et donc depuis que je suis né, le dimanche après-midi, il y a de la F1 à la télé. Donc dans mon souvenir, j'ai jamais commencé à regarder, puisque je regardais quand j'en avais pas conscience. Mes premiers souvenirs vraiment réels, où je me rappelle de ce qui se passait, je dirais que c'est 2004, je rappelle que je suis né en 99, et ensuite voilà, j'ai vraiment accroché 2005-2006, et après c'était parti. À partir de 2007, je me souviens de la saison au complet, et évidemment après, de plus en plus, et j'ai évidemment tout rattrapé. Mais j'ai jamais vraiment commencé à regarder, parce que c'est juste dans ma famille quoi. Alawiwa me demande mon plus beau souvenir relié à la Formule 1. Alors en vrai, ça peut paraître très bête, mais c'est le Grand Prix de Malaisie 2009, après réflexion. Alors oui, c'est celui qui a été arrêté par la pluie. En termes de course, c'est une catastrophe, il s'est quasiment rien passé. Mais en fait, c'est juste une Madeleine de Proust. Ça correspond à une époque où j'avais 10 ans, je commençais à être un mordu de Formule 1 mort. Dimanche matin, tu te lèves à 7 h, t'es le premier à allumer la télé, il y a une surexcitation, il y a un truc. Les images, les pilotes, les écuries, les livrets... Tu me montres n'importe quelle image de ce Grand Prix, waouh, ça me remonte trop d'émotions. C'est pas le plus beau, mais c'est ça. Et après, le plus beau, le plus fort Grand Prix que j'ai vu, c'est Monza 2020. D'ailleurs, à ce propos, Clem me demande si j'ai déjà pleuré devant une course de Formule 1. Et ouais, à mon souvenir, une fois, et c'était Monza 2020. J'avais jamais vu un Français gagner en Formule 1. J'y ai pas cru, en fait, moi, jusqu'aux 5 derniers tours. Donc, en fait, quand il a vraiment gagné, c'était vraiment une surprise pour moi. Ouais, c'était extrêmement fort, j'ai pas pu retenir les larmes. D'ailleurs, dans le dépris de l'époque, qui était vraiment fait de manière très artisanale, hein, c'était pas la même caméra, c'était pas le même décor. Ne retournez pas le voir, j'en suis fier, mais ne retournez pas le voir. Dans ce dépris, je crois que je m'arrête
à 3-4 reprises parce que les larmes sont trop fortes et voilà, j'ai trop d'émotions. Donc voilà. Et évidemment, la victoire d'Ocon m'a énormément ému, mais c'était pas dans le même contexte personnel, c'était à une grande fête d'anniversaire de ma famille, donc j'ai regardé ça dans un coin. Je me suis exclu du groupe pour aller regarder ça dans un coin, donc il n'y a pas la même émotion, tu sais, les gens passent, tu racontes comment se passe la course et tout. Très ému, incroyable, mais c'était pas pareil, puis j'avais déjà vu une victoire française du coup. On passe à Raphaël qui me demande si j'ai un pilote favori sur la grille et all time. Mon pilote actuel favori, vous le savez, j'ai déjà dit, c'est sûrement Charles Leclerc parce que je le suis depuis, je crois qu'il est en F4, je l'ai vu gravir les échelons avec le badge Ferrari, avec l'histoire avec Bianchi, etc. Voilà, je suis fan de Ferrari, donc c'est parti de là évidemment, mais on va dire que ça prend pas trop de place dans la manière dont je suis la Formule 1. Finalement, je le considère globalement comme un pilote comme les autres dans ma manière de regarder les courses. Sinon, j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour Sainz depuis les années Renault. Voilà, le hasard total, je ne saurais pas l'expliquer. Et évidemment, les pilotes français. Mais globalement, comme je disais, j'en ai un peu pas rien à faire, mais les pilotes, je les considère tous au même niveau. Tu me demandes qui je préfère entre Verstappen et Stroll, Hamilton et Tsunoda. En fait, je réfléchis pas comme ça. C'est pas comme ça que je vois la F1, pas comme ça que je vois les pilotes. Pour moi, c'est tous juste des mecs qui font leur taf et je suis là pour regarder ce qu'ils font. Et sinon, dans tous les temps, je pense que mon héros d'enfance, c'est Michael Schumacher. C'est aussi ça qui m'a donné un petit peu la passion Ferrari, même si voilà, je n'en fais pas non plus des caisses sur la Scuderia. Et j'ai toujours eu aussi une fascination pour Ayrton Senna, que j'arrive pas totalement à expliquer. Black Cat, je me demande si je compte faire une vidéo collab avec un autre youtubeur du sport auto, par exemple Despiello ou le circuit. Et ça rejoint aussi un peu la question de Robin qui demande à quand une vidéo avec nos Français en F1, F2 ou F3. En vrai, il n'y a rien de programmé. Évidemment, je serais partant pour tourner avec n'importe quel des collègues. Et d'ailleurs, vous m'avez déjà vu plein de fois dans les lives de Formule Blabla et inversement. Enfin bref, on se parle, on se connaît quasiment tous maintenant. On discute, des fois on va aussi boire des bières ensemble. À l'heure actuelle, j'ai rien prévu, j'ai rien d'imaginé, mais pourquoi pas. Après, sur ce qui est pilote, institution, équipe, j'adorerais, j'ai des idées, j'ai une liste. Voilà, faut peut-être que j'imagine un format, un programme, une manière, un timing, et ensuite que j'envoie mes invites, entre guillemets, ou mes demandes d'interview, et ça pourra se mettre en place. Mais voilà, à l'heure actuelle, pas mentir, il y a rien de prévu. Un peu sur le même thème, Hugo demande mon youtubeur F1 préféré, et c'est marrant parce qu'en fait, je les regarde tous depuis très longtemps, avant même d'avoir la chaîne. Je pense que je suis Despiello, par exemple, qui... Évidemment, dans le milieu, c'est le boss à tous les niveaux, c'est le patron du game, on peut dire. Je pense que je le suis depuis facile 5-6 ans, je sais pas quand il a démarré, mais voilà. Donc voilà, je rate très peu de vidéos de mes collègues, vraiment, quasiment aucune même. Et on va dire celle où je passe le meilleur moment, ou en tout cas, je clique avec le plus d'envie, c'est peut-être Mick de Formule Blabla, parce que il a un style, je sais qu'il va dire les choses de manière un peu différente. Il y a une DA, il y a quelque chose, voilà. C'est peut-être Mick que je regarde avec le plus d'impatience, on va dire. Et sinon, hors Formule 1, j'ai un petit triptyque, Willou pour le foot. Pour moi, c'est peut-être celui qui m'inspire le plus dans la manière de faire, dans ce à quoi je voudrais que la chaîne ressemble en termes de contenu, de productivité, ce genre de choses. Trash Talk, pour moi, c'est un indispensable absolu. Et la personne que je regarde le plus souvent sur Internet, c'est Yannex, un Twitcher et YouTuber suisse sur le jeu Trackmania. Et sincèrement, je passe mon temps avec une vidéo d'Yannex en fond. Je m'endors sur les vidéos d'Yannex. Voilà. Donc je vous conseille d'ailleurs, allez vous abonner. C'est un contenu, moi, j'adore. Quel est mon plus grand rêve sur YouTube, me demande Ilan. Et on m'a aussi demandé mon plus grand rêve en lien avec le sport auto. Et en vrai, les gars, je sais pas. Je me fixe absolument pas d'objectif. J'ai pas une énorme vision à long terme, en fait, de comment je vois la chaîne évoluer, de ce que je veux faire. Voilà, donc je sais pas. Dans l'idée, je dirais me rapprocher le plus possible de la F1, filmer sur place, aller voir des grands prix, vous offrir une expertise directe, rencontrer des gens de ce monde-là. Mais c'est à peu près tout en termes de rêve ou d'objectif. Niveau chiffres, maintenant qu'on a dépassé les 50K, le trophée des 100K dans le décor, ouais, j'avoue que c'est un truc, quand je me lève le matin, je me dis, ouais, ça, c'est un truc qui me motive. Et sinon, dans le sport auto, pourquoi pas tester une Formule 1, vu que maintenant, apparemment, ça devient un truc qui est accessible. Mais sinon, de manière plus réaliste et personnelle, je dirais assister à tous les événements automobiles possibles. J'ai toute une liste, Monaco, l'Indy 500, voilà, je veux tout faire, tout voir de mes yeux. Ça, c'est mon rêve en lien avec le sport auto. D'ailleurs, Guiraud me demande un mot pour décrire mon week-end au Castellet, et j'ai réfléchi longtemps, et le seul qui convient, c'est irréel.
Pour ceux qui ne savent pas, avec les pistonnés, on avait un plateau sur le circuit où on prenait le direct à la fois sur Twitch et sur les écrans géants du circuit entre les séances de roulage pour débriefer, pour accueillir des invités. Donc ça a été des expériences de plateau folles, passer en direct dans les tribunes, j'avais des potes sur place qui m'ont vu dans la tribune, etc. Et on a aussi été à la fan zone où on avait le droit d'être au cœur du truc. On a pu interviewer les pilotes. Personnellement, j'ai posé des questions à Pierre Gasly sur scène. Voilà, ça restera sûrement comme le plus grand souvenir de toute ma vie jusqu'à présent. C'est un week-end où j'ai pris 25 claques à la minute. Je vous ai également tous rencontrés. Ça fait bizarre de voir des gens qui te reconnaissent, à qui tu veux avoir un échange, etc. C'est énorme. Donc ouais, irréel. Je pense que d'ailleurs, on pourra en reparler avec les pistonnés. On s'en est pas forcément encore remis, tellement on a vécu des choses qui sont juste pas normales dans une vie normale. Allez, on revient un peu plus sur la chaîne avec Romain qui demande s'il va y avoir une série de vidéos historiques. Et en vrai, sachez que j'en ai envie. J'ai tout un tas de sujets historiques que j'ai mis de côté et que j'ai envie de traiter. Le problème, c'est un petit peu la forme. Quel format créer, à quelle fréquence, le moment, parce que l'actu de la Formule 1 s'arrête jamais, donc j'ai jamais vraiment le moment pour venir vous parler de Fangio, parce qu'en fait, y a le budget capé de Red Bull, il y a le Grand Prix des États-Unis, il y a Mick Schumacher, enfin bref, ça s'arrête jamais, donc à quel moment un contenu sur la saison 55 est pertinent, c'est un peu dur à estimer, et aussi je sais pas trop comment je le mets en image. Évidemment, j'ai pas les droits, il y a peu de photos, il y a peu d'archives, et comme j'ai pas connu, ça me demande un gros travail de recherche, et je suis pas le plus légitime. Parfois, j'ai un peu l'impression de vous réciter des articles ou des pages Wikipédia quand je traite de sujets qui datent d'avant 1970. Donc j'en ai envie, j'ai plein de sujets, la forme, le contenu, tout ça, c'est plus compliqué. Dans le même style, Eric demande si je vais refaire des vidéos, et si, pour ceux qui n'ont jamais vu, allez voir, il y a une playlist là-dessus sur la chaîne. En gros, c'est on prend un sujet, on change un détail, on se demande ce qui se serait passé si le détail avait changé. J'aimais beaucoup ce format, mais déjà, faut dire qu'il rencontrait pas vraiment un succès. Il faisait moins vu que les autres contenus, donc j'en ai déduit que une majorité de la chaîne l'aimait moins que les autres contenus. Et après, j'ai rencontré une difficulté, c'est que c'est dur d'être précis dans ce qu'on raconte. En fait, c'est juste de l'imagination pure et dure, donc c'est pas évident à mettre en image, et je sais pas vraiment où ça va. J'ai l'impression que chacun pourrait raconter son histoire, et voilà. Je ferme pas la porte, mais c'est pas ma priorité. Il faudrait que je repense un petit peu la méthode, et voilà. Mais sachez que j'ai envie de créer peut-être plus de séries, de contenu fort sur la chaîne, identifiable. La série, j'avais notamment leur première victoire, ce genre de choses. Ça pourrait faire un retour, mais on va déjà laisser la saison se terminer, et cet hiver, je verrai. Alors maintenant, on arrive sur un gros sujet, le GP Explorer. On a d'abord Antoine qui me demande si j'ai aimé, et Vils qui me demande si je suis chaud pour participer. Alors déjà, je dois dire que c'était juste énorme. Franchement, j'ai regardé tout l'event samedi dernier, et j'ai pris une claque absolue. Franchement, je ne sais pas si on réalise la qualité et la folie de ce qui a été fait. Faire une course de F4 entre amateurs au Mans, filmer en direct avec une réalisation de cette qualité, avec 40 000 personnes dans le public, avec une qualité d'animation en live, autant de duplex, de micros, de caméras, de sponsors, de crypto. C'est absolument fou ce qui a été fait. Franchement, j'en reviens encore pas. J'ai été ému plusieurs fois, je pense au tour de décélération de la pole, à l'émotion des différents participants, au tour de chauffe, au départ, au dépassement. Puis en plus, on a eu une course d'une qualité et d'une propreté. Franchement, j'en ai été choqué et j'ai passé un samedi assez lunaire. C'était vraiment génial. C'était pour moi un sans faute sur toute la ligne, et surtout en réussissant l'exploit de parler à la fois aux gens qui sont déjà fans et aux gens qui n'y connaissent rien. Ce que même Netflix n'arrive pas à faire selon moi. Netflix prend les nouveaux pour des idiots et les anciens prennent ça avec du recul. Là, tout le monde était premier degré dedans, c'était génial. Et franchement, ils ont permis de voir pendant 10 heures de live, je sais pas, des mécanos réparer une voiture, un mec venir sur le plateau expliquer comment marche un volant, comment marche un casque. Ils ont pu se rendre compte avec le crash de Joycast par quoi passait le pilote lors d'un crash, le doute. Franchement, c'était génial. Donc juste un immense GG à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Après, les répercussions sur le sport auto, c'est pas forcément un
truc qui m'intéresse et que je trouve très important. Peut-être que des gens vont s'y intéresser, mais c'est pas ça qui va changer diamétralement la donne et c'est pas l'objectif. Juste bravo. Ils ont respecté, ils ont fait honneur à notre sport, ils l'ont montré sous un beau jour, c'est magnifique. Voilà. Et après, si jamais on me demande est-ce que tu veux participer à une course de Formule 4, à une formation, etc. Mais oui, tous les jours, même si en termes de stress, c'est énorme. Je pense qu'accepter ça, ça se fait pas à la légère. Mais évidemment que l'expérience, il faut la vivre. C'est impossible de dire non. Vaste sujet à présent. Raph qui me demande si je suis d'autres sports et oh que oui. Tous en fait. Je suis fan de F1, mais je suis autant fan des autres sports. Le foot, le rugby, le tennis, le basket, à mort. Je pourrais aussi dire le volley, même si je suis d'un petit peu moins. Je suis vraiment un mordu de sport en fait. Là, mercredi, j'ai été voir tout seul, dans le froid, Versailles-Le Mans en national. Parce que c'est pas loin de chez moi et que je kiffe. C'est pour vous dire le niveau. Et dans le sport auto, je suis un maximum de choses. Surtout F1, F2, F3, un peu la Freca, l'IndyCar de loin. Le GT malheureusement pas assez, mais ça aussi, peut-être qu'un jour on en fera quelque chose, j'ai des pistes on va dire. Et la moto, je suis à mort la moto, donc ça voilà. Sinon, je dois dire que l'autre sport qui me fait kiffer après peut-être le foot et la F1, c'est la NBA. Je suis trop hype de la NBA qui démarre là, dans 3-4 jours. Je me lève la nuit, j'adore, bref. Le sport, c'est juste ma passion au global. Allez, on termine cette première partie de vidéo avec la question, le débat du siècle, Messi ou Cristiano ? Là pour moi, c'est Messi, parce que Léo, c'est mon idole de jeunesse. Je ratais pas un match du Barça, je ratais pas un match de l'Argentine. Je me lève d'ailleurs toujours pour le voir jouer quand il joue avec la sélection. Voilà, c'est juste mon idole et pour moi, c'est le meilleur être humain ayant jamais pratiqué le football. Ce qui ne dévalorise pas Cristiano, qu'avec le temps, j'ai appris à énormément apprécier. Allez, passons à présent à des questions plus axées sur la Formule 1 en elle-même. On commence avec Tutur qui me demande si je pense que Red Bull est parti pour des années de domination à la Vettel, comme avant. Et concrètement, oui, je pense que la F1 c'est une histoire d'ère et qu'on est entré dans l'ère Red Bull et Max. Après, voilà, on peut jamais prédire l'avenir. Il y a l'histoire du budget capé qui, ça se trouve, va les impacter. Mercedes a peut-être construit une voiture. Mercedes a peut-être construit une voiture. Mais blague à part, dans les faits, si vous me demandez, oui, je pense que Max est le favori pour la saison 2023 à l'heure actuelle. Donc ce serait son 3e titre d'affilée. On sait que les airs en Formule 1, les régulations, ça marche comme ça. Une équipe commence et souvent elle a l'avantage. Maintenant, on sait aussi qu'il y a ces histoires de budget capé, d'avantages pour les écuries moins bien classées, de limitation de soufflerie, etc. Et que le règlement il est fait pour qu'à un certain moment, les performances convergent. Donc on va voir. Mais à première vue comme ça, dans le feu d'un 2e titre, oui, j'ai envie de dire qu'une ère a débuté et ça me semble assez incontestable. Robin veut savoir mes déceptions en Formule 1 et en vrai, ma plus grosse déception, c'est de constater que Ferrari donne le sentiment qu'elle n'arrivera jamais à gagner un titre, même quand elle a la voiture, même quand elle a le pilote, Vettel, Alonso, à une autre mesure peut-être aussi Leclerc. Elle n'y arrive pas. Donc pourquoi, comment est-ce qu'elle y arrivera un jour ? C'est une frustration, une déception forcément. Évidemment, la déception Jules Bianchi, c'était lui le petit prince qui était censé arriver dans la Scuderia et tout. Ça restera un regret éternel, cette fin horrible. Dans un autre registre aussi, j'ai toujours pensé que la fin de Jean-Éric Vergne avait été trop brutale. Est-ce qu'il méritait carrément de quitter la Formule 1 au bout d'un si petit temps ? Quand on voit ce qu'il a fait après, le pilote très respecté qu'il est devenu, est-ce qu'il n'aurait pas pu devenir un Sergio Pérez, gagner des courses en Formule 1 ? Petit regret. Et un classique, Kubica. Kubica, voilà. Ayant commencé avec la F1 des années où Kubica a fait son trou, son accident, je m'en rappelle, et on s'est toujours dit, est-ce qu'il aurait pu devenir champion ? 2 petites questions sur Daniel Ricciardo à présent. D'abord Matt qui me demande si je trouve que c'est normal qu'il mérite de ne pas avoir de siège en 2023. Et de Basile qui demande si je serais triste qu'il parte. Alors, mériter, non. On ne peut pas dire qu'un pilote, surtout de la trempe de Ricciardo, mérite de ne plus être là. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit illogique. On peut même dire que c'est plutôt logique. Voilà, quand on voit ce qu'il a fait depuis 2 ans, c'est normal que McLaren veuille s'en séparer. Quand on voit les autres pilotes sur le mercato, c'est logique que les autres n'en veuillent pas forcément. Il a un peu fait son temps, quoi. Et après, est-ce que je suis triste ? Oui et non. C'est un super mec, c'est une personnalité à part qui fait du bien. Mais voilà, je considère aussi qu'au bout d'un moment,
plus le temps passe, plus il est un petit peu has-been, Daniel, et pourtant je l'adore vraiment. Même ses blagues et tout, est-ce qu'on a encore cette fraîcheur? Je ne suis pas certain. J'ai envie de dire que lui comme nous, on a besoin à minima d'une pause ou alors de tourner la page. Voilà. L'époque Ricardo, moi j'ai tendance à trouver qu'elle est un peu derrière nous. Je veux bien votre avis. Question beaucoup plus réjouissante à présent, puisque Hugo me demande si j'ai des livres Formule 1 à conseiller. Et basiquement, oui, tous ceux que j'ai lus et qui sont là dans le décor. Le jour d'après, Hilario Pax sur Ayrton Senna, la biographie de Fernando Alonso par Loïc, celle de Max Verstappen par Thomas et Daniel. Voilà, c'est sorti récemment. On l'a déjà conseillé sur la chaîne, vous les avez vus partout sur YouTube. Allez-y, foncez. Drive, un gros bouquin de Kevin Eason qui raconte les hommes qui ont fait la Formule 1 un petit peu, à la fois les époques et les personnages. J'ai adoré, ça m'a donné plein d'anecdotes, plein de trucs que je savais pas, des sujets de vidéos aussi, et le meilleur livre Formule 1 que j'ai lu jusqu'à présent, la biographie de Niki Lauda par Maurice Hamilton. C'est un must-read, le livre F1 que je vous conseillerais. Dans ma bucket list en ce moment, j'ai la bio de Button que je dois acheter, et le bouquin de New Way sur comment construire une Formule 1. Donc ça, j'ai envie de le lire. Et puisqu'on est au livre, je remercie 2 abonnés. D'abord Jean-Pierre qui m'a envoyé cette hors-série d'Auto Hebdo sur Michael Schumacher que j'ai dévoré et qui traîne sur ma table du salon. Donc merci Jean-Pierre, c'est très gentil. Et Sylvain, dont je dois lire le bouquin Technologie des Formule 1 2022-2025, l'essentiel des enjeux techniques. C'est un bouquin hyper mat, comme je dirais. Je vous montre une page au hasard, vous voyez que c'est des calculs. Voilà, on explique comment marche telle et telle pièce, le moteur, ce genre de choses. Je dois le lire, je dois vous dire ce que j'en pense, parce que Sylvain a sorti ce bouquin sur Amazon, donc si ça vous intéresse, foncez dès aujourd'hui. Mais je vais le lire, Sylvain, et je vous dirai ce que j'en pense. Sinon, pour clôturer le sujet des livres, en ce moment, sur ma table de chevet, j'ai ça, la biographie de Kobe Bryant, après avoir lu celle de Michael Jordan et de Phil Jackson. C'est un énorme pavé, hein, donc clairement, j'en suis pas beaucoup avancé. C'est fabuleux, j'adore. Changement de sujet total, Hugo, toujours toi d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe que tu étais autant dans la vidéo, me demande ma liste des World Championship Material. Je rappelle que pour moi, un World Championship Material, c'est un pilote qui, s'il a la voiture, sera champion du monde. Par exemple, Bottas ne l'était pas. Alors déjà, il y a des évidences, hein. Alonso, Hamilton, Verstappen. Je mets pas Vettel parce que c'est la fin de sa carrière et je sais pas vraiment si en l'état actuel, il a encore le niveau qu'il avait chez Red Bull ou au début chez Ferrari. Pour moi, j'inclus Leclerc et Russell, ce sont des World Championship Material. Et Norris représente pile la frontière. Pour moi, il l'est. Mais voilà, c'est à ce niveau-là que se joue la frontière. Je mets Ocon et Gasly et Sainz juste un peu derrière pour l'instant. Pas eu l'occasion de trop nous le prouver aussi du côté de nos 2 Français. Piastri, on va voir, il n'a pas encore fait un Grand Prix, mais sur le papier, il en a le potentiel. Albon, situation trop compliquée pour donner un avis. Mais voilà en gros, Hamilton, Alonso, Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, mes 6 World Championship Material. On reste un peu dans le même thème avec Ali Rida qui me demande si je pense que Leclerc peut battre Verstappen à voiture égale. Et en vrai, à l'heure actuelle, avec ce que font les 2 pilotes, avec l'âge qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils ont, le palmarès qu'ils ont, avec ce qu'ils nous montrent, avec ce que je pense de leurs 2 talents individuels, je suis un peu obligé de répondre Verstappen. Pour moi, Leclerc est un pilote énorme. Concrètement, pour moi, c'est le 3e meilleur pilote du plateau. Je peux mettre que Hamilton et Verstappen devant lui. Fabuleux, World Championship Material, aucun doute. Mais Max, c'est un sacré truc. Hein. Après, on n'aura jamais la réponse parfaite. Ça se trouve, Leclerc chez Red Bull, il n'en laisse pas une à Max. Mais vous me permettrez d'en douter un petit peu, parce que Max est un monstre, et que voilà, Leclerc doit encore passer peut-être quelques petits paliers qu'il n'a pas pu passer, parce que jusque-là, il n'avait pas la voiture, et cette année, il est ralenti aussi par son équipe, mais Max est trop fort. On termine par 2 questions sur Williams. La première de Pierrot qui me signale effectivement que le derby de l'Occitanie a été remporté par le TFC. Je m'incline, j'ai rien à dire. J'espère juste qu'on ne descendra pas en Ligue 2. Autre sujet. Il me demande qui je vois à côté d'Albon en 2023 chez Williams. Je pense que ce sera Sargent. Il lui manque sa super licence, mais il va l'avoir et dans la foulée il sera annoncé. Et à leur place, c'est ce que je ferai. Il est jeune. T'as vraiment personne d'autre de très craquant sur le marché. T'as du temps devant toi, teste-le. S'il n'est pas bon, dans 2 ans, tu rechanges. Il y aura un mec libre sur le marché. Bonne idée. Autre question sur Williams. On me demande si je pense qu'ils peuvent revenir au niveau des top teams. Et j'ai tendance à répondre non. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Donc je vous y renvoie pour plus d'infos. Mais en gros, je suis un peu pessimiste.
En l'état actuel des choses, je pense qu'ils vont devoir inventer quelque chose s'ils veulent rivaliser dans la Formule 1 actuelle. Bien, sur ce, j'ai beaucoup parlé, mais c'est une vidéo différente des autres. Un samedi, version long, FAQ, je réponds, je lis pas un texte, je parle au fil de mes pensées. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si j'ai pas répondu à votre question ou que vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Il y a de fortes chances en tout cas. Et puis voilà, suivez-moi aussi sur Canal, bientôt de nouvelles choses qui arrivent. Je vous annoncerai tout ça en temps et en heure, je vous partagerai les liens et je vous attends sur Twitch vendredi prochain. C'est génial, c'est énorme. La chaîne continue de grandir, les projets arrivent, on se régale. Sur ce, je vous laisse et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui en profite pour expliquer pourquoi c'est lui qui clôt les vidéos à chaque fois. C'est simple, je trouvais que les phrases d'Enzo Ferrari étaient toujours un petit peu utilisées à tort et à travers pour prouver un petit peu tout et n'importe quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais finir mes vidéos en inventant des phrases de Enzo Ferrari, toutes plus débiles les unes que les autres, pour faire un petit pied-nez et une petite blague, et clôturer avec du second degré sur le sujet que je vais traiter au premier degré dans la vidéo. Rien de plus. Et Enzo, avec qui je suis donc en ligne directe, vous embrasse. À bientôt.